Et là où moi j'ai un esprit peut-être un peu plus romain, et tu vas comprendre ce que je veux dire par le côté romain, moi je crois que individuellement, des gens, malgré leur ethnie et leur bagage, si un modèle est suffisamment fort, ils peuvent y adhérer, tu vois. Ils peuvent y adhérer, mais c'est ce qu'a fait à un moment, en fait, c'est ce qu'a réussi à faire à un moment l'islam, tu vois. Quand il est venu au Maghreb, ils ont réussi, si tu veux, à proposer aux Berbères une manière de, on va dire, de se hisser dans un modèle, tu vois, qui à l'époque faisait rêver. Et c'est pareil en Occident avec Rome, tu vois, on proposait à des Germains, à des Gaulois de devenir romains. Il fallait qu'ils se départissent d'une part de leur héritage et qu'ils deviennent romains. Donc moi je pense qu'il y a des gens, alors pas massivement, hein, puisque ça a provoqué la chute de Rome et ça a provoqué la division de la Houma ensuite, dans les deux cas. Mais si tu veux, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de se délester de leur modèle de base pour adhérer à un modèle fort. Mais si tu veux ce modèle fort, il faut qu'il soit générateur de rêves et d'ambition, tu vois. La République n'est pas un modèle fort. Quand tu vas voir un berbère et que tu lui dis, voilà, tu peux devenir un moudjahidine, un guerrier aimé de Dieu, qui a une place particulière à un moment où la conquête musulmane rencontre du succès, je pense que c'est un modèle qui donne envie. C'est pareil chez les Romains. Quand on te propose de devenir un citoyen ou un patricien d'un empire qui ne connaît que des victoires, tu vois, à un moment, tu acceptes d'arrêter d'être un barbare, ou un berbère, puisque la racine est la même, et de devenir un romain ou de devenir un chevalier d'Allah, voilà, tu vois. Le problème, c'est que la République aujourd'hui, elle te propose de devenir quoi? Un mec déconstruit, une salope de gauche, et en fait, ça fait rêver personne. Et le problème, c'est que quand tu vas défendre ce modèle-là face à un gauchiste, ben en fait, il aura toujours de la domination sur toi parce que, en fait, tu défends pas grand-chose. Tu défends un truc qui est pas très séduisant. Si tu vas débattre comme un gauchiste, tu défends des idées que lui ne peut pas défendre. Tu vas défendre la notion de royauté, la notion de caste seigneuriale, la notion d'excellence, la notion d'ailleurs d'inscription dans le temps. Mais un gaucho, si tu veux, avec qui tu vas débattre, tu commences à lui demander qu'est-ce que la gauche a produit dans le paysage français qui soit équivalent aux cathédrales, tu le mets en PLS en fait, tu vois. Donc, si tu veux, ou même les particularismes régionaux qui sont vachement corrélés à la tradition chrétienne et tout, mais les mecs, tu les défonces. Quand tu viens leur proposer du gaullisme pour combattre leur trotskisme, c'est nul à chier, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je pense que oui. Ouais, je suis d'accord avec toi concernant le cas romain. Mais il y a quand même deux nuances à prendre en compte. La première nuance, c'est qu'ils restaient chez eux. On les romanisait, mais ils restaient chez eux. C'est quand même important. Et la deuxième, je pense que tu vas être d'accord là-dessus, c'est aussi une question de dosage. D'ailleurs, c'est intéressant et symbolique parce que tu as commencé en disant individu, en tant qu'individu. Et moi, je pense que ça peut se faire d'une manière individuelle, mais d'une manière massive, surtout quand la matière exogène devient d'une certaine manière endogène, en tout cas, elle s'invite au bal. Là, à mon sens, il pourra avoir des confusions, tu vois. C'est parce qu'en fait, ça a été séparé. Ouais, bien entendu. D'ailleurs, si tu veux, il y a eu une forme de fédération qui s'est faite, même d'une manière informelle. Ça n'a pas été institutionnalisé, ça a été un peu horizontal. Par exemple, si on prend le cas de Haroun Rachid, et je vais pas dire l'admiration, mais ouais, une certaine fascination qu'il avait pour ce qu'ils appelaient un Rome, donc à savoir l'Europe, c'était la manière générique de déterminer les Européens. Ben, c'était quelque chose qui se faisait parce qu'en fait, on savait qu'il y avait une puissance, on savait qu'il y avait quelque chose, tu vois. Et après, bien entendu, il y a cet équilibre qui est beau en Europe, notamment à partir du 15e, 16e, où tu as cet équilibre entre la virilité, la force tranquille, et une forme de tonalité libertaire. J'entends bien libertaire dans le sens étymologique, hein, pas dans le sens philosophique à la con, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après, les gens étaient chez eux, tu vois, c'est un peu comme Idriss Aberkan. Idriss Aberkan qui dit à juste et à mauvais titre qu'il n'y aura pas de clash de civilisation, de guerre de civilisation, parce que regarde le pacte franco-ottoman, etc. Certes, comme j'ai dit souvent, j'ai écrit un chapitre là-dessus qui s'appelle Je t'aime moi non plus, où j'explique que tantôt tu avais des chrétiens qui s'affiliaient qui s'alliaient avec des musulmans face à leurs frères de dogme et ainsi de suite. Donc il y avait beaucoup de tonalité géopolitique, mais là où Idriss Aberkan, à mon sens, oublie une nuance, c'est qu'ils étaient chez eux. Tu vois, les Ottomans étaient chez eux la plupart du temps, même si bon, ils ont essayé de grappiller autour de Vienne, tu vois. Mais tu comprends? Donc pour moi, c'est ça la donnée qui est substantielle en fait. Oui, mais je comprends, c'est que pour toi, l'ethnique prend... en fait, on va dire la jonction entre l'ethnique et le religieux est un trop grand bloc pour qu'il puisse être ébranlé de manière structurelle. Si j'ai bien compris. Hein. Mais je le pense aussi. C'est pour ça que je pense qu'on peut avoir une élite musulmane interchrétienne de manière ponctuelle, voilà. Comme c'était le cas à la Renaissance en réalité. Hein, et même au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, quand même, des musulmans non. T'avais des juifs, des musulmans non. Mais tu avais à la Renaissance, tu avais des ambassadeurs et des notables qui venaient de pays arabes. Ou en tout cas de pays musulmans, tu en avais, tu vois. Bon, notamment il y a un portrait assez célèbre d'un ambassadeur, un ambassadeur barbaresque à la cour de Henri VIII d'Angleterre. Bref, mais après oui, moi je pense que les blocs sont irréconciliables, mais pour des questions, des questions que je ne mets pas sur l'ethnique, parce que je sais que s'il y a un modèle plus puissant que l'islam qui venait s'imposer
ou se proposer plus que s'imposer, se proposer, ou un mélange des deux, comme l'a été l'islam, pour les Maghrébins. Tu vois, si demain, en fait, on leur vendait du Saint-Augustin toute la journée aux Berbères, tu vois, en leur disant, voilà, regardez, putain, le Berbère, en réalité, il a jamais été aussi puissant que quand il était animiste ou chrétien. Tu vois, si je faisais de la propagande avec le retour à ce qu'a été Jugurtha, ou je sais pas moi, ou comment il s'appelait là, le roi numide là, bon bref, ça me... Hannibal, voilà, Hannibal, tout ça, bon, tu vois, c'est juste que c'est un modèle qui est très très peu plébiscité. Mais si jamais on se mettait à le plébisciter et que vraiment il y avait tout un truc derrière aussi puissant que la foi, mais les gens y reviennent. Donc pour moi, en fait, les Turcs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des Mongols qui ont été, voilà, qui ont été convertis à l'islam. Et en fait, s'il y avait eu un truc à ce moment-là plus opportun politiquement pour eux, ils seraient convertis à autre chose. Donc maintenant, c'est très ancré dans l'identité turque, hein, l'islam. Mais on n'est pas à l'abri historiquement qu'il y ait tout d'un coup un modèle très très fort qui s'impose. Et quelque part, d'ailleurs, le capitalisme de consommation de masse est un modèle qui vient subvertir tous les précédents, tous les modèles classiques, quand il réfléchit. Parce que bon, chrétiens et musulmans ont beau se revendiquer d'un attachement à leur religion, au final, au quotidien, ils sont beaucoup plus développés, ils sont beaucoup plus dévolus, pardon, à la consommation de masse et à la néo-identité mondialiste qu'à leur propre foi, en réalité. Voilà, leur argent, il va beaucoup plus dans la consommation capitaliste que dans leur foi. Et d'ailleurs, il faut regarder où va l'argent d'une personne pour comprendre ce qu'elle promeut. Et t'as beaucoup de gens qui se disent musulmans jusqu'aux oreilles ou chrétiens jusqu'aux oreilles, et qui au final n'ont pas beaucoup de différence avec des athées qui consomment les mêmes merdes qu'eux, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien entendu. Mais d'ailleurs, c'est d'autant plus marrant parce que c'est justement parce que c'est de façade, si tu veux, l'orthopraxie est de façade, qu'elle en devient étouffante, tu vois. Après, si tu veux, je comprends très bien ce que tu veux dire et je suis en accord. Sauf que je dirais juste que, à mon sens, toute construction sociale se fait à partir d'une matière qui est biologique et organique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, tu vas rarement voir un mec, si tu veux, exercer à la NBA s'il fait 1m40. Tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi bien dans les postulats physiques que dans les postulats cognitifs et culturels, je pense que la matière biologique n'est pas anodine. Au début, je ne voyais que la vision d'une manière culturelle, un peu comme Lévi-Strauss. Et finalement, en recherchant un peu du côté de Robert Plomin, du côté des généticiens, etc., là, j'ai compris que c'était pas un gros mot, le fait de prendre en compte l'ethnie dans son déterminant qui est cognitif, dans son déterminant qui sera par la suite, si tu veux, le catalyseur de ta construction sociale, en fait. Si tu veux, c'est un peu comme quand tu observes un Congolais protestant et un Norvégien protestant. Enfin, tu vois quand même des différences, tu vois qu'il y a une approche différente. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un tout. Tu vois. C'est aussi l'adaptation au climat dans le sens étymologique, au climat dans le sens imagé, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétisme. L'épigénétisme qui est une construction d'hybridation entre construction sociale et la génétique. Donc, c'est pour ça que je prends ça en compte, en fait. Je dis que ça fait partie d'une composante. Et en gros, si tu veux, qu'on ramène un modèle culturel qui soit plus fort ou non, dans tous les cas, les peuples auraient leur manière de l'être. Par exemple, face à Bégodeau, à un moment donné, je lui disais, parce qu'il me disait, moi j'ai plus de points communs avec un marxiste kurde qu'un français dit de souche. Je dis oui, mais tu vas comprendre une chose, c'est que la manière d'être athée en Inde n'est pas la même qu'au Maroc. La manière d'être croyant en Russie n'est pas la même qu'au Canada, par exemple. Parce qu'en fait, on n'applique une négation ou bien une souscription en fonction de ton décorum. Donc la manière d'être athée en Inde, au fin fond du cul de New Delhi, n'a absolument rien à voir avec Gérard, qui est sceptique, qui est devenu agnostique il y a 3 ans à Roubaix. Et c'est là, si tu veux, en combinant un peu l'empirisme, en observant, parce que voilà, tous les deux, on vient de quartiers dits populaires, etc., on a compris certaines choses par empirisme, et c'est là où j'ai combiné ça avec des recherches, entre guillemets, un peu plus instructives et scientifiques là-dessus, et c'est là où j'ai vraiment compris qu'il y avait une part aussi si tu veux, de déterminants génétiques, mais dans tout, hein. Tu vois, la Croix-Rouge... c'est pas des fascistes. Par contre, quand ils te font des demandes de sang anatoliens ou maghrébins, c'est qu'ils savent qu'à un moment donné, même dans la biologie, l'ethnie a sa part d'importance, tu vois. Et c'est pour ça que moi, si tu vois, à mon sens, c'est une hybridation. Encore une fois, c'est pas la ligne qui consiste à ne voir que ça, que par ça et pour ça, mais c'est pas la ligne qui l'estompe aussi. J'ai l'intime conviction. Peut-être que je me trompe, et puis la science, elle peut être scientiste, tu vois, tout comme elle peut être spéculative, tout comme elle peut être réelle, peu importe, mais les généticiens que j'ai lus, etc., et l'observation que j'ai, je me dis quand même que je pense que les constructions sociales ne sont pas, si tu veux, totalement détachées de matière biologique, de départ. En tout cas, c'est un terreau qui est important, tu vois. Après, pas tous les autres facteurs, hein, bien entendu. Par exemple, tu vois, si on prend le cas du Kenya, depuis que les gens ont remarqué que la plasticité des tendons des Kenyans, la morphologie qu'ils ont, les permettent d'avoir beaucoup plus d'impact sur la course de fond, ils ont commencé à investir. Donc on investit, donc d'un point de vue fiduciaire, mercantile,
Mais à côté de ça, ça crée des ethos. Ça crée des constructions sociales. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement où la course de fond est considérée comme culturelle. Donc comme une forme de construction sociale. Et on se fabrique en négation ou en permission avec. Tu vois? Et c'est pareil dans énormément de cas. C'est pour ça que j'ai l'intime conviction, de toute façon, il suffit de regarder que même si des personnes adhèrent à la même religion, l'optique culturelle ou ethnique, ils vont être différents en fait, dans la manière d'appréhender la religion. Et je comprends encore une fois que ce genre de discussion, ça peut faire flipper, parce que t'as les gens qui vont dire, attendez les mecs, il y a eu Hitler il y a pas longtemps, quoi. Faut se calmer. Non, bien entendu. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu vas pas arrêter de vendre des couteaux sous prétexte qu'une fois un mec t'a acheté un couteau pour tuer sa bonne femme. T'en as d'autres qui coupent de la viande pour nourrir leur gosse. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, Hitler, il est parti dans son délire, mais à un moment donné, il y a des choses scientifiques, et c'est justement ne pas en faire un déni, mais le prendre en compte. Par exemple, Delavier sur le plan purement biologique, etc., il prend tout ça en compte, tu vois. Et c'est ça que j'ai remarqué chez beaucoup d'intellectuels francophones, c'est qu'ils mettent de côté, si tu veux, la paléontologie, la biologie, la génétique, et ils prennent que les sciences sociales et les sciences philosophiques. C'est très important, c'est louable, même théologique. Mais il faut combiner les deux. D'ailleurs, c'était la grande épopée, tu vois, Pierre le Vénérable, par exemple. Tout ce panel d'érudits médiévaux, tu vois, que ce soit Pierre le Vénérable ou bien Saint François d'Assise, etc. C'était tous des polymathes, les mecs. Tu vois. Pareil dans le monde arabo-musulman, Farabi, etc. Al-Farabi, Omar Khayyam, etc. C'était tous des polymathes. Les mecs, si tu veux, en se grattant les couilles, ils te parlaient, je sais pas moi, ils te parlaient de physique quantique, de chimie, juste après de biologie, puis de théologie, et puis ils te disaient, bon, maintenant je vais te faire l'exégèse de Saint-Luc, et moi je vais te faire l'exégèse de la Sourate An-Nisa. Tu vois, il y avait ce truc-là. Et on le perd de plus en plus, en fait. Attends, je suis en train de t'écouter. Excuse-moi, j'étais en train de rouler. Enfin, je suis toujours en train de rouler, mais je suis allé chez le notaire. Là, j'ai un peu de temps libre. Là, je rentre dans mon village. Non, mais je suis d'accord. Enfin, là, je n'écoutais que ton premier message sur l'imbrication. L'imbrication entre le biologique et la culture, évidemment que l'un procède de l'autre, évidemment. Mais si tu veux, il n'y a pas que ça. Voilà, moi, je suis pas une personne qui pense que les déterminismes sont si indépassables que ça. Voilà. Bon, mais après, effectivement, les déterminismes biologiques façonnent la culture, évidemment. Et pas que physiquement, hein, c'est même la chimie intérieure, hein, c'est les hormones, c'est l'environnement, il y a beaucoup de choses. Et par rapport à ce que tu dis dans ton avant-dernier voice, mais moi je fais pas partie des gens qui ont un problème à parler de la génétique, c'est pas quelque chose qui me fait peur. D'autant plus que, si tu veux, ayant une culture sportive, je n'ai aucun mal à hiérarchiser, si tu veux, on va dire les types de physique, hein, sans parler d'ethnie, les types de physique en fonction de leur performance. Il est évident qu'un sprinter d'origine africaine qui fait le 100 mètres en 9 secondes n'a pas les mêmes aptitudes biologiques qu'un Islandais de 200 kg qui fait des sports de force et qui peut soulever 180 kg, tu vois. C'est évident que leurs performances physiques ont un impact sur leur cosmogonie psychique, tu vois, pour utiliser un mot un peu complexe. Ça va pas du tout à l'arrivée être les mêmes conséquences sur la psyché. Donc évidemment qu'il y a des différences entre les êtres humains, même y compris au sein d'une même race. Voilà. Moi, je suis grand et lourd et j'ai une autre façon de voir la vie que mes potes qui sont petits et légers. C'est normal. On ne reçoit pas le monde de la même manière et le monde ne nous reçoit pas de la même manière aussi. Donc, on est obligé de s'adapter et de prendre des chemins différents de confrontation au monde. Voilà. Donc, l'être humain, il est extrêmement protéiforme vis-à-vis du milieu qui l'entoure, qu'il soit social ou climatique ou ce que tu veux. Et donc, effectivement, ça, c'est pas un problème pour moi de le dire. Maintenant, contrairement aux nazis, c'est là où je suis un catholique, c'est que contrairement aux nazis, je pense que la puissance du message christique peut supplanter toutes les barrières biologiques. Voilà, et c'est là où je prends mes distances vis-à-vis d'une certaine droite racialiste. Voilà, pour moi, l'être humain est en capacité de se transcender par rapport à certaines choses. Il y a des choses qui sont quand même universelles. Et tu vois, pourtant, je suis pas un républicain. Et je ne crois pas en l'universalisme. Mais je pense quand même qu'il y a des concepts qui ont une puissance et une portée universelle. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au sein de la chrétienté, tu as des différences. Mais dans certaines notions, par exemple, dans la reconnaissance du sacrifice du Christ et à quel point c'est beau et dépouillé cette capacité de se sacrifier, tu as quand même des ponts. Voilà. Et j'avais un ami qui voyageait beaucoup qui me disait, en terre chrétienne, hein, chez les chrétiens, tu es toujours un peu à la maison. Ce qui n'est pas le cas quand tu es en terre shinto, en terre hindoue, en terre musulmane. Voilà. Moi, je suis pas sûr que je serais aussi à l'aise. Pourtant, je suis un Méditerranéen, tu vois. Je suis un Méditerranéen, donc normalement, tu vois, je vis à 200 km du Maroc, tu vois. Normalement, à Tanger, à Tétouan, tu vois, je devrais être à la maison, Et pourtant, je suis quand même plus à la maison sur certaines choses. Je suis plus à la maison 500, 600 km plus haut que 200 km plus bas.
Mais ça a des limites, et c'est là où je te rejoins sur la biologie, c'est que par exemple, je n'ai rien à voir avec un Scandinave chrétien. On est vraiment très très éloignés. Et je vais être beaucoup plus près de mon antagoniste maghrébin. Même si on se fait la guerre depuis 500 ans, il y a plein de choses qu'on va avoir en commun, comme par exemple la taillère, voilà, que n'aura pas un nordique. Voilà, un nordique, il va pas comprendre le bisutage, tu vois. Donc voilà, mais c'est un entre-là de tout ça. Mais si je dois choisir, voilà, parce que c'est là où on en vient, puisque la vie n'est qu'un positionnement, hein, ce n'est que des choix de positionnement. Je privilégierai toujours le monde chrétien scandinave que le monde musulman méditerranéen qui me ressemble beaucoup plus. Voilà. Donc tu vois, c'est un parti pris. Et après, juste pour ton dernier voice, ce qui me fait rire dans le monde musulman, c'est que tous les musulmans illustres, dignes de respect, Omar al-Khayyam, Averroès, tout ça, c'était des Perses, c'était des Berbères, c'était des Kurdes, Saladin était kurde. Enfin, en fait, chaque fois que tu as un héros de l'arabité, c'est pas un arabe, en fait. Ça me régale, mais alors un point. Ouais, bien entendu, hein. Toi-même, tu connais le distinguo entre universel et universalisme, d'une certaine manière. Et la chrétienté est universelle de par son message, mais elle ne vient pas empiéter sur les identités locales, c'est-à-dire elle se compose avec, bien entendu. Ça, c'est clair évident. De toute façon, nous sommes tous, si tu veux, des identités plurielles, d'une certaine manière. Tu es ce que tu es d'un point de vue ethnique, mais tu es ce que tu es d'un point de vue religieux, spirituel. Tu aimes bien le chocolat noir, moi je préfère le chocolat blanc. Il y a une multiplication d'identités. Après, tu as des socles, on va dire, des grandes lignes, des soubassements assez tenaces qui sont l'ethnie et la religion. Et même la religion, d'ailleurs, qui peut être malléable, parce que des fois, tu as ce qu'on appelle des hérétiques, des apostats, des gens qui changent de religion un peu comme des transferts, tu vois, au football. Tu vois. Je suis d'accord. En gros, tu dis c'est universel, ce qui est vrai, ce qui est historique, la chrétienté est universelle. Mais c'est pas incompatible avec le fait de venir empiéter sur les identités locales, d'une certaine manière. Et tu as eu des tentatives réflexives dans le monde islamique par rapport à ça. Je pense notamment à Al-Farabi, Mohamed Harkoun, etc. Mais ça n'a pas vraiment abouti, même si dans la réalité, il n'y a rien de plus nationaliste qu'un musulman aussi, tu vois, qu'un Algérien. Tu vois. Mais je veux dire, dans la littérature, il y a eu quelques essais, quelques tentatives pour essayer de faire comprendre justement pas cette dichotomie, mais cette juste séparation des ordres, d'une certaine manière. Mais bon, c'est un arabe quand même, tu vois. Ibn Khaldoun, etc. Malik, Shafiri. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont. Mais tu sais que Ibn Taymiyyah, par exemple, qui était kurde, je pense, de mémoire, dans son livre, qui s'appelle Majmou' al-Fatawa, on va dire recueil juridique, pour la traduction, il te parle d'assimilation. Hein. On a l'impression que c'est du Roger Icor avant l'heure, tu vois, du Raymond Aron. Mais sinon, bien sûr, sur les grandes lignes, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, en gros, t'en fais pas l'alpha et l'oméga parce que pour toi, ce qui est primaire, ce qui est original, ce qui est primordial, ce qui est organique, cardinal, substantiel pour toi, c'est la foi. Bien entendu. Mais moi, si tu veux, je ne crée pas d'adversité entre les deux. Je dis juste, tu vois, qu'il y a un réalisme biologique, et ce réalisme biologique compose et se fait composer, parce que c'est pas lui l'alpha, c'est le partenaire, avec des philosophies, tu vois. C'est pour ça, l'exemple du Scandinave, il est très juste, tout comme le Congolais protestant, tu vois. Et pourtant, c'est la même religion, mais voilà, en gros, pour faire plus vite, si on doit donner des hiérarchies, tu vas mieux t'entendre avec un mec de ton ethnie qui est chrétien comme toi, sur beaucoup de plans, que le Suédois qu'il est, ou celui qui ne l'est pas d'ailleurs. Mais bien entendu, le but, c'est pas de créer une adversité. C'est-à-dire, moi, je suis pas encore une fois dans cette vision. D'ailleurs, j'ai le mauvais rôle, vu que je suis Attends, si, il y a Saddam Hussein quand même. Non, parce que je viens d'écouter ton dernier audio. Je te disais, moi, j'ai le mauvais rôle. Enfin, je suis d'origine marocaine, même si je suis né ici, tu vois. Je suis pas censé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, la vision qui consiste à dire la race doit primer sur tout, non. Moi, je dis juste, il faut la prendre en compte. Elle nous parle, elle nous tutoie, c'est la nature qui nous tutoie, et elle nous permet de composer, de mieux nous comprendre, en fait. Tu vois. C'est même pas une démarche, encore une fois, d'opposition, d'adversité avec, tu vois. Après, bien entendu, chacun aura sa hiérarchie de l'excellence et de la vertu. Certains diront... déjà, pour moi, si tu veux dire que la hiérarchie... Parce que quelqu'un qui va magnifier la race, pour moi, ça n'a aucun sens, parce que la race, tu l'acceptes. C'est une acceptation. C'est pour ça que je ne serai jamais en accord avec les nazis. Par contre, tu magnifies quelque chose que tu as choisi, comme la religion, comme la philosophie, tu vois. Donc, ceux qui vont la magnifier, ils sont dans un registre qui n'est pas le mien. Le mien, c'est de dire qu'il y a une acceptation, si tu veux, des réalités biologiques, et après, tu magnifies en fonction de ton identité cérébrale plurielle, tes accaparations, tes coups de cœur, tes choix, tes peines, on va faire du Aznavour, quoi, tes joies, tes regrets, etc. Tu choisis tout ça. Tu vas butiner de certaine manière. Et les contingences de la vie vont te pousser à préférer telle religion, telle philosophie, etc. Mais tu as un substrat de départ qui te rappelle aussi quand même que tu as un ethos particulier qui se détermine aussi de ta génétique, de ton épigénétisme, tu vois. C'est ça ma vision, en fait. Oui, non, mais c'est très très bien écrit, et on voit que tu es un intellectuel, hein, vraiment, je te rejoins en fait, hein, mais je souscris complètement à ce
Je souscris complètement à ce constat. Après, magnifier la race, c'est pas tellement de magnifier la race le problème, parce que ça encore, bon. Mais en fait, c'est écraser l'autre race, voilà, c'est ça en fait. C'est de déterminer qu'il y a des races illégitimes. C'est même pas des races qu'on aime peu, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, je te le dis, hein, je te le dis sincèrement, moi, je fais une différence raciale, culturelle, les deux en fait. Pourtant, ils sont très très proches hein, entre Algériens et Marocains, par exemple. Euh, et je fais une différence entre les Arabes et les Kabyles. Tu vois, je m'entends très très bien avec les Berbères en général. J'ai beaucoup de mal avec les populations arabisées de la côte, que ce soit en Algérie, au Maghreb. Je préférerais toujours un Rifi à un côtier. Et je préférerais toujours un Kabyle à un Algérien de Mostaganem. euh, Excuse-moi, je suis parti dans tous les sens, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a moi, il y a des groupes ethniques que je ne porte pas dans mon cœur, tu vois. Mais j'estime pas qu'ils sont inférieurs, ni supérieurs d'ailleurs. J'estime qu'ils ont des aptitudes qui sont liées à leur environnement, voilà. Je pense que l'Algérien est opérationnel pour l'Algérie. Voilà. Mais du coup, il faut pas qu'il vienne en France. Et peut-être pas même au Maroc. Et encore moins au Sahara occidental. Mais ça, c'est un autre débat. Donc pour moi, le problème, c'est quand on estime qu'une race est supérieure à l'autre, parce qu'en fait, c'est mal comprendre que les races sont un faisceau d'aptitudes corrélé à un environnement. Et que du coup, on ne peut pas attendre de ces comment te dire, on peut pas attendre de ces faisceaux qui soient adaptables à l'infini à tous les. Moi, si tu me fous en Norvège, je pense vraiment que je rentre en dépression. Alors, contrairement aux Maghrébins, cette dépression ne va pas me conduire à la criminalité, elle va me conduire à l'autodestruction. Parce que je suis un catholique, mais j'aurais quand même de la dépression. Voilà, bon bref, je suis parti dans tous les sens, je veux pas te saouler avec tout ça, mais je trouve que c'était très brillant ce que t'as dit.